Silence, on Notre tourne. monteur, c'est en même temps psychiatre et Caméra. C'était quand Moteur. même, on était en train de fabriquer un film ensemble et donc il fallait. Odissea 14.702 prima. c'est-à-dire comment tourner en pellicule. Avanti. Azione. Je vais appeler notre invité du soir à me rejoindre. Et puis... Alors, avant de parler des harkis et de votre travail spécifique sur le film, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à vous découvrir avant ça et à essayer de comprendre comment et pourquoi vous êtes devenu accessoiriste et qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier et puis aussi à travailler sur des plateaux de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous venez et pourquoi le cinéma ? D'accord. Donc, moi, je suis français à la base. J'ai fait mes études en France jusqu'au baccalauréat. Et je suis arrivé à Liège pour faire le conservatoire comme comédien pendant 4 ans. Et après, j'ai fait la Cambre à Bruxelles pour faire les décors, étudier les décors. Et à la Cambre, en 2e année, on doit travailler le cinéma, normalement avec l'INSAS, pour faire la réalisation des décors de travail de fin d'année. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu l'occasion de commencer le cinéma, voilà, en gros, à ce moment-là. Donc il y a déjà des études dans le domaine des décors, mais les études d'accessoiristes, ça n'existe pas spécialement en fait. Donc Alors, c'est vraiment sur le plateau que vous avez découvert le métier et que vous vous êtes dit tiens, ça pourrait correspondre à... Alors, oui, exactement. Il n'y a pas d'études d'accessoiriste, il n'y a pas d'école d'accessoiriste. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que on travaille seul sur le plateau. Donc, il n'y a pas vraiment on ne peut pas être écolé par quelqu'un qui nous explique comment ça fonctionne. Donc, on doit vraiment, chaque accessoiriste fait à sa manière. Et on ne sait pas ce que font les autres, d'ailleurs. C'est ça qui est très drôle aussi. Donc vous avez commencé sur un court-métrage, plutôt au décor, mais en même temps, j'imagine que sur les courts-métrages, on fait un peu tout. J'ai commencé par un long-métrage qui était le tout premier de Versus Productions. Donc c'était en territoire indien avec Jérémy Régnier. Et c'est là que je me suis rendu compte au décor que le décor, c'était vraiment très sympathique, mais que le plateau, d'être vraiment sur le plateau, au milieu de ce qui se passe, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus. Donc, je l'ai dit que ça m'intéressait. Et donc, dans mon premier travail en tant qu'accessoiriste, c'était le premier film de Bouli Lanners. Voilà, il y a longtemps maintenant, mais en gros. Donc quand on a un œil un peu profane comme moi, on se dit bon, les accessoires, les décors, qu'est-ce qui différencie, etc. Et là, vous m'expliquez qu'en fait, comme accessoiriste, on est vraiment sur le plateau, contrairement au décor. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ça quel est l'endroit où travaille l'accessoiriste et comment est-ce que vous décririez, pour commencer et rapidement, votre travail? Comment vous le présenteriez? Ok. Donc en fait, quand on travaille sur le cinéma, quand on va préparer les décors, ils sont faits à l'avance. Au moment où on tourne, l'équipe de décor n'est plus là. Donc l'équipe vient avant préparer le décor. Quand on tourne, l'équipe n'est pas là. Et puis l'équipe décor revient après pour démonter. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, donc l'accessoiriste reste seul sur le plateau et c'est à lui de gérer le décor pendant que l'équipe n'est pas là. Et donc, il y a les décors, les accessoires. Et c'est quoi les accessoires en fait? J'aurais dû poser cette question au début. C'est quoi les accessoires? C'est quoi les accessoires? En fait, la définition d'accessoire, c'est tout ce que le comédien touche. Ça, c'est l'accessoire. Mais il n'y a pas que ça. C'est un peu ça. Le travail d'accessoiriste, ça va surtout être au niveau du décor, de faire la gestion du décor quand le décor n'est pas là. En partie, d'apporter les accessoires aux comédiens pour qu'ils puissent faire la scène. Que pendant qu'on fait les scènes les unes derrière les autres, pouvoir remettre au même niveau les choses ou aux mêmes endroits pour qu'on puisse après monter facilement. Et puis, on aura un peu toutes les surprises qui risquent d'arriver parce qu'il y en a toujours et qui sont aussi à gérer par l'accessoiriste. Donc c'est tout ce qui peut bouger dans le plan et tout ce qui peut se transformer. C'est-à-dire à la fois une chaise qui peut bouger. Oui. Et alors vous m'avez parlé tout à l'heure d'un tournage dans la neige par exemple et les traces de pas dans la neige. Exact, enfin, c'est vraiment tout exact. Ce qui peut bouger dans un plan. Si dans un plan on voit quelqu'un qui marche seul dans la neige et qui va vers le lointain, on ne peut pas reprendre le plan et dire ok, on voit par où il est passé parce qu'on voit les traces de neige. Donc sur les harkis on a aussi pas mal de traces qu'on a dû retirer
pour les voitures, parce que d'un seul coup, ça ne raconte plus l'histoire. C'est un peu particulier, le cinéma, parce qu'on a l'impression qu'on donne des choses simples sur l'instant, mais en fait, on le tourne énormément de fois, puisqu'on a peut-être un plan large, puis un plan rapproché qu'on va monter ensemble. Et donc, finalement, sur une journée, peut-être qu'une scène, on va la faire 30 fois, 40 fois, et à chaque fois, il faut que ça soit comme la première pour les comédiens, mais aussi pour l'espace, parce que le tout, on va les mélanger, on va les couper en petits morceaux, et il faut que la progression reste. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui discute avec une cigarette longue, puis longue, puis courte, parce qu'on n'a pas fait attention à ça, et ça fait partie aussi du travail de l'accessoire. Donc l'accessoiriste, c'est celui aussi donc, qui assure la continuité du décor, quoi, en fait, que le décor soit cohérent. Exact. Pas toujours le même, mais en tout cas cohérent. Voilà, j'ai des photos de tous les décors avant, après, par étape, parce que l'autre chose, c'est, admettons, on fait ici maintenant, c'est un plan large. On va mettre la caméra, on va regarder tous les deux. Et ben peut-être qu'en fait, on va démonter des fauteuils pour mettre l'équipe ici, mais qu'après, quand on va faire le contre-champ, on va se mettre de l'autre côté. Il faudra les fauteuils, il faudra que ça soit raccord au premier plan qu'on a fait sur la journée. Donc il y a en effet, au niveau du décor, bien connaître l'espace et pouvoir le replacer dans tous les sens, suivant les nécessités, on va dire. Voilà. Ça, c'est vraiment les décors. Et dans les accessoires, il y a la bouteille d'eau, mon stylo, mon téléphone, tout ce qui est consommable. Vous parliez de la cigarette, c'est particulier parce que ça, ou quand on mange ou quand on boit, c'est tout ce qui se consomme et il faut veiller, j'imagine, à faire en sorte que ce soit toujours plein ou en tout cas au bon endroit. Ça, c'est exactement le rapport direct, de dire maintenant, si vous prenez la bouteille, il faut que pour le prochain plan, elle soit au même endroit, la même quantité. Et ça, c'est pour un rapport direct sur une scène qu'on vient de faire maintenant. Maintenant, bien souvent, le cinéma, comme on tourne tout dans le désordre, on va avoir aussi des problèmes de OK, la comédienne sort avec son sac en main droite, avec la boucle vers l'extérieur. Et puis, on va reprendre l'extérieur, peut-être à Paris un mois plus tard, parce que ça ne correspond jamais. On fait souvent croire que les intérieurs sont les extérieurs, mais bien souvent, ce n'est pas vrai. Et il faut que nous, dans ce mouvement-là, on va faire attention justement à raccorder aussi dans ce sens-là. Voilà. On va sûrement reparler du travail sur le plateau, mais à quel moment est-ce que vous intervenez en général sur un projet Est-ce que vous arrivez au moment une semaine avant le tournage, 3 semaines, 3 mois avant Enfin voilà, à quel moment est-ce que vous arrivez et quelle est la première chose que vous faites quand vous êtes embauché sur un projet? Alors, moi, en tant qu'accessoiriste, on est engagé assez tard sur un projet. Concrètement, vraiment, je veux dire, en déclaré, c'est souvent 1 semaine, maximum 2 semaines avant de commencer à tourner. Sinon, on est prévenu un peu à l'avance, et ce qui est pas mal parce qu'on va pouvoir tirer les sonnettes d'alarme sur les choses compliquées qui vont venir plus tard. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit le scénario. On le lit plusieurs fois, et avec l'expérience, on se rend compte que des choses qui paraissaient simples, à l'écriture, ne sont pas si simples. Donc, si Bouli mange 2 saucisses, parce qu'il arrive avec sa voiture et qu'il dit « je vais absolument manger 2 saucisses » et c'est bien dans l'histoire. Mais quand on l'a tourné 30 fois, ça fait 60 saucisses et il faut trouver des solutions. Pareil pour, disons, là, sur le dernier scénario, elle ouvre sa fenêtre, elle jette le téléphone. Combien on va faire la prise? Oui, mais le téléphone sonne avant, donc on ne peut pas avoir un téléphone faux. Donc on essaie vraiment de lister toutes les difficultés et tout ce qui pourrait nous arriver. Et comme ça, en amont, on peut les travailler. C'est ça l'essentiel de la préparation. Et donc concrètement, vous avez une liste de tout ce qu'il faut, combien d'exemplaires, quel niveau d'usure, j'en sais rien. Enfin voilà, concrètement, c'est quoi vos outils à ce moment-là? Il y a le scénario d'un côté et puis en face. Alors moi, d'un côté j'ai le scénario et de l'autre côté, en fait, j'ai le dépouillement du scénario par séquence. Et j'ai un deuxième dépouillement qui est par personnage, parce qu'il y a souvent dans les personnages principaux des choses qui ne sont pas dans l'écriture, mais dont on a besoin. On sait qu'à un moment, elle aura besoin d'un portefeuille, à un moment, on verra dans son sac, un moment. Donc on essaie quand même pour les personnages principaux de faire un kit, de dire ok, si elle fume, qu'est-ce qu'elle a comme briquet, qu'est-ce qu'elle a dans son sac à main, qu'est-ce qu'on a. Et de toute façon, la comédienne, quand elle va recevoir le sac à main, la première chose, c'est qu'elle va regarder dedans et qu'elle va fouiller et qu'elle va dire ça, c'est pas le personnage. Hein. Donc ça, on essaie.
idée, et puis souvent, on sait sur quoi anticiper par rapport à ces choses-là. Donc sur les personnages principaux, on essaie aussi d'avoir des visions, de dire, OK, moi je travaille par couleur aussi parfois, de dire, OK, le personnage est plutôt blanc, allons plutôt dans les blancs, au niveau des valises, comme ça on peut les reconnaître. Donc une fois que vous avez fait le premier dépouillement, j'imagine qu'il y a une confrontation de ce travail avec une partie de l'équipe. Quels sont vos interlocuteurs et interlocutrices à ce moment-là, avec qui vous travaillez, et qu'est-ce qui se passe encore en amont du tournage? Alors, une fois que j'ai fait ma liste, je retourne à la déco, parce que c'est pas moi qui fais les achats généralement. Donc moi, je peux dire, faites attention, parce que techniquement, là il m'en faut 5, il m'en faut 7, là, il m'en faut moins. Mais ce n'est pas moi qui fais les achats. Donc je vais pouvoir avoir une réunion avec quelqu'un qui dit, OK, ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour les téléphones, est-ce qu'on change les coques, Donc on a une première vision comme ça, ce qui fait que les achats peuvent être lancés. Et puis, on va avoir une deuxième grosse réunion avec le réalisateur où on met tout sur une table et on présente. Bien souvent aussi, on fait par personnage, de dire, OK, voilà, ça c'est tel personnage, ça c'est tel personnage, ça c'est tel moment. Et on a tout le film qui est posé sur les tables et lui va dire, OK, oui, ou ah non, c'est pas comme ça que je voyais le truc. OK, bah alors tu voyais comment? Et puis alors, ça nous donne le temps de retourner. Parce que si on était en début de journée et qu'on dit, bah voilà, le sac à main, ah, mais il ne me plaît pas, il est trop tard pour se retourner. Donc on essaie toujours de le présenter à l'avance, en gros. Voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir un travail sur les accessoires? Parce que vous achetez des choses neuves souvent, j'imagine. Oui. Donc, dans la majorité des accessoires, on doit les patiner, ça c'est sûr, pour leur donner du vécu. Parce que si on n'a que des choses neuves, bon après ça dépend de l'histoire évidemment, mais si on a des histoires où il y a des choses neuves, mais bien souvent il faut quand même donner un petit peu de vécu. Donc on les travaille, on les use, on les salit, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça fasse faux non plus. Il faut juste que ça donne le côté, ça a été utilisé, c'est vrai. Donc ça c'est important. quel était vous avez parlé du travail avec l'équipe déco et puis la réunion, la fameuse réunion où tout est mis à plat. Là, il y a le réalisateur ou la réalisatrice, Oui. j'imagine. Comment ça s'est passé pour ce film en particulier, pour les Harkis? Quel était le briefing ou les consignes qu'on vous a données? Qu'est-ce qu'on vous avait demandé de spécifique pour ce film, qui est un film historique? Donc Okay. j'imagine que ça a des implications particulières. Donc Philippe, ce qui était très important pour lui, c'est qu'on soit très proche de la réalité. C'est un film particulier de travailler en historique. En fait, on peut travailler en historique et un petit peu bouger les choses. Mais là, on savait que c'était un film qui serait regardé par des spécialistes de l'armée, des spécialistes de la guerre, qui pourraient peut-être aller dans des écoles, où on avait une volonté historique qui était beaucoup plus importante parce qu'on savait qu'on serait surveillé. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont spécialistes de la guerre et qui pourraient nous dire « Ah non, là, c'était pas… Donc, il nous a dit vraiment faites attention à ça. Je veux que des choses vraies. Je veux pas de plastique. Je veux que tout soit cousu à la main et qu'il n'y ait aucune couture machine. Et vraiment, faites-moi peu de choses, mais des choses qui soient vraiment réelles. Alors, le problème qu'on a eu, c'est qu'en travaillant au Maroc pour faire l'Algérie, on ne trouve pas là-bas de choses militaires. Et donc, on a dû tout faire venir de France. Donc, très longtemps à l'avance, on a fait notre sélection d'armes, de sacs à dos. Et on a dû tout envoyer par transport là-bas. Parce qu'on savait que tout ce qu'on n'aurait pas, on ne le trouverait pas. Donc, on a dû vraiment travailler très tôt à l'avance par rapport à ça. Vous dites pas de couture tout à l'heure dans le couloir, on est arrivé juste avant la fin, on m'a dit ah ça c'est la scène des drapeaux. Ouais. On a dû coudre, vous pouvez m'expliquer ça, ça Ah bah Philippe, il a l'histoire des drapeaux. L'histoire des drapeaux, la finale. Philippe dit oui mais attendez, on veut pas. Ils étaient chez eux, ils sortent pour faire la fête. Donc, c'est pas qu'ils ont des drapeaux et qu'ils les sortent, parce que ça veut dire qu'ils ont déchiré des draps de lit et qu'ils ont fait les drapeaux eux-mêmes. Donc, je veux que vous me fassiez des drapeaux artisanaux. Allez-y, voilà, fais-moi 15 drapeaux. Et c'est ce qu'on voit là sur la voiture. Et voilà. Tout ça à la main. Tout ça à la main. Ouais, non, là, je ne sais plus comment on a fait. Je crois qu'on a... Oui, on a tout cousu à la main. Tout cousu à la main, on n'a pas collé. Vous parliez de l'exactitude historique Oui. de tout ce qu'on voit à l'écran. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Quelles recherches vous avez faites? Comment est-ce que vous êtes documenté? Alors d'abord, on s'est documenté déjà au niveau des armes et du matériel militaire, parce que ce n'était pas évident de savoir qu'est-ce qu'on allait utiliser comme matériel militaire.
Donc on a vite découvert qu'en fait, il y avait toute une partie qui était de la Seconde Guerre mondiale en récupération et toute une partie qui venait de la guerre d'Indochine. Il n'y a pas eu de, de nouvelles choses qui ont été sorties pour cette guerre-là. Donc ça nous donnait vraiment les bonnes directions. Et puis on a eu la chance de découvrir un site avec les photos de l'armée française et des vidéos, un site de l'armée, où on a trouvé toutes les photos qu'on trouvait de l'époque. Donc, ce qui était très, très chouette, parce qu'après, ça nous a donné les pistes et les voies pour faire le film. Et donc, on avait des gros dossiers avec exactement en telle année, vraiment des images réelles. Et quand on regardait les images du film et qu'on regardait nos images réelles, on pouvait les mélanger et on dit « Ah, on sait, ok, c'est bon, là, on a réussi, ça fonctionne ». Mais c'est pas évident de faire un film d'époque, hein, parce que... Justement, on est surveillé par des gens qui disent « Ah, la mobilette, là, à la fin, à droite, elle n'est pas d'époque. » Bah oui, c'est une histoire aussi, à un moment. Hein. C'est un peu la difficulté. En même temps, il était une fois, et en même temps, non, pas vraiment. Donc, mais c'est intéressant comme travail. Oui, en plus, le film se passe sur pas mal d'années, finalement. Donc, oui. j'imagine aussi il n'y avait pas trop de raccords. Par rapport à ça, ça allait. Parce que même par rapport à la guerre, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes armes au début, à la fin. Enfin, bah, après, nous, on sait que, par exemple, je regarde l'écran parce que il y a les appelés d'un côté et les harkis de l'autre, qu'on a quand même essayé au niveau des armes de donner plutôt des armes neuves et aux appelés plutôt marqués avec les harkis avec des armes plus anciennes, plus mélangées. Au niveau des sacs à dos, les harkis, à un moment, on les voit avec des couvertures pour dormir. Donc, essayer de marquer, même si ça ne se voit pas très fort dans le film, si on veut regarder et qu'on se dit, tiens, lui, il est de quel groupe, ouais, c'est possible. Oui, ils ne sont pas traités exactement à la même enseigne, donc non. Forcément, c'est le cas aussi dans leur matériel. Et Philippe disait aussi, c'est une guerre qui était comme ça, c'était une guerre d'attente, mais c'est aussi une guerre qui est moins carrée qu'une... on prend des gens, on leur dit, viens, tu vas faire la guerre, et donc ils ne sont pas au carré. Ils ne font pas leur lit au carré, et donc il y a toujours... Alors on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on va leur mettre des trucs qui pendent sur les sacs pour donner de la vie? Ça ne marchait pas non plus, on a essayé, ça ne marchait pas. Il fallait juste le bon équilibre de dire ce qui donne la vie et ce qui donne le côté historique, mais j'espère que ça a fonctionné. Bon, moi j'ai encore plein de questions, mais il y a peut-être des questions dans la salle, des commentaires ou des interventions. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour les explications. Je découvre un métier tout à fait particulier. Pourriez-vous parler des interactions que vous avez avec l'armurier, par exemple? Il y a un armurier cité dans les crédits. Mais pour un film historique, c'est vraiment important. J'étais agréablement surpris par la qualité des détails au niveau armes, équipements, le plan séquence avec l'hélicoptère. On est allé sortir une vraie alouette de je ne sais pas où, et donc il faut recruter un pilote, etc. Donc je suis vraiment interpellé par tout ce qui est éphémère, là, les traces de pas, etc. C'est vraiment très intéressant. Mais en fait, quand je vous entends parler, je pense à le travail d'un script ou d'une script. Je ne sais pas si c'est... s'il y a beaucoup d'hommes qui font script, j'ai toujours eu l'image de script en tant que rôle féminin. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais vous avez mis le doigt dessus avec les intérieurs, quoi, pour faire les raccords sur les accessoires. C'est vraiment intéressant. Donc, vous dites que vous travaillez seul sur le plateau, mais quid des interactions avec les autres postes? Alors, au niveau des armes, donc on a listé... c'est souvent, hein, on a listé combien d'armes il nous fallait et à peu près quel modèle. Ça, on a fait des recherches et on s'est dit, OK, ça c'est plutôt telle arme, ça c'est plutôt telle arme. Et là, on va voir des armuriers. Donc on sait qu'on en a un en Belgique, on sait qu'il y en a un en France, on sait qu'il y en a un en Allemagne. On demande un petit peu les prix, on voit, tout le monde n'a pas tout. Donc là, nous, on a travaillé avec Maratier, qui est un Parisien. Et donc, on lui donne la liste exacte de ce dont on a besoin. Donc, lui, il a fourni les armes, je veux dire, qui tirent, les armes
dans les appelés, ils ont des couteaux à la ceinture. Il y a tout ce qui est téléphonie, parce que ça, les gros téléphones d'époque, ça c'est un peu un problème. Et en plus, tout ça, c'est vraiment très réglementé au niveau de l'entrée au niveau du Maroc. Donc, il a dû envoyer. On a dû demander de l'autorisation au roi. Une fois que c'est envoyé, c'est rattrapé par l'armée qui récupère à la frontière les armes et qui les gère pendant tout le tournage. C'est-à-dire que tous les matins, en fait, il y avait le camion blindé qui arrivait sur le tournage avec toutes les armes à l'intérieur et on devait aller chercher et donner nos cartes d'identité. On disait, voilà, je prends 40 armes comme ça pour le Intel, donne-moi aussi maintenant les couteaux, donne-moi aussi... Et tous les soirs, on devait les rentrer dans les camions blindés et ça devrait repartir. Alors l'hélicoptère, ouais, ça c'était une question et ça a coûté une fortune parce qu'il a fallu faire venir l'hélicoptère. Donc il est sorti du scénario, rentré du scénario, sorti du scénario. Alors qu'on a la bonne surprise, c'est que juste avant, il y a un hélicoptère qui fonctionne qu'au son dans le film. Et puis on a l'Alouette qui arrive. Là, on était tous... OK, aujourd'hui c'est le jour de l'Alouette. On a 4 heures sur lesquelles on peut l'utiliser. Il faut absolument qu'on fasse tous les plans où elle est là. On la peint, repeint pour qu'elle fonctionne au niveau des couleurs. Et puis, 4 heures après, l'Alouette était partie. Et on était, OK, bon, la dépense, ça en valait la peine, donc c'était chouette. Ouais, ça, elle est bien dans le film, donc... C'est aussi les collaborations avec les autres membres de l'équipe. Vous avez déjà parlé de la déco tout à l'heure, mais monsieur parlait de script, par exemple. Quels sont les principaux interlocuteurs ou interlocutrices sur le plateau ? En fait, moi, en tant qu'accessoiriste, je travaille vraiment au centre. Donc, à côté du comédien, entre le comédien et la script, le réalisateur et le caméraman, on va dire, et le chef électricien et le chef machinot. On est vraiment le centre. Et puis alors, après, les choses vont graviter. Ça ne veut pas dire que les autres gens ne sont pas importants. Ils sont super importants, mais au niveau de la dynamique, à ce moment-là, en tout cas, de tournage, c'est vraiment au centre. Donc, mes interlocuteurs principaux, c'est le réalisateur, le premier assistant, la script, les comédiens. Voilà, en gros, puisque les chefs d'éco ne sont pas là. Vous pouvez décrire peut-être, on imagine bien avec le réalisateur, ses premiers assistants, comment ça se passe avec les comédiens, comment ça se passe avec le ou la chef-op. Est-ce que c'est des relations spécifiques en fonction des Alors, fonctions les de chacun ? comédiens, on doit être gentil avec eux, mais on n'a pas le droit d'être amical, on n'a pas le droit d'être trop proche. C'est écrit, mais c'est aussi parce que, admettons, on fait une scène, je vais expliquer ça tout à l'heure, elle pose les papiers sur une table. Si d'un seul coup, on fait le large, elle pose les papiers sur une table. Si d'un seul coup, on fait le serré, il n'y a plus la place pour la table. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que moi, je vais être à ses pieds pour attraper le papier. Et concrètement, on ne va rien voir parce que les papiers vont sortir, on ne va pas les voir. Si je suis trop pote avec la comédienne, elle va rigoler quand elle va me donner les papiers. Donc, il faut pouvoir devenir transparent. Il faut pouvoir être gentil, puisqu'en fait, on est aussi les gens qui la rassurent, de dire « Ok, viens, voilà comment ça fonctionne, je t'explique, fais-le devant moi, ok, tu vas le faire, ok, la valise, elle va à droite, fais-le. » Et en même temps, pouvoir être complètement transparent pour pouvoir lui tenir, pour être très, très proche pendant qu'on tourne sans qu'elle soit gênée. En gros, on parle d'une comédienne, mais ça peut être un comédien, c'est pareil. Et donc vous êtes vous devez être un peu transparent sur le plateau parce que vous faites aussi genre les petits effets spéciaux d'ouvrir et fermer les portes. Enfin, vous êtes une sorte d'elfe sur le plateau, un petit magicien. Oui, on essaie de rester calme parce qu'il faut aussi rester calme pour les comédiens, alors qu'on a un métier qui est très, 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 très dynamique. Mais ça va, ça se passe toujours très bien, ils comprennent. Hein. Donc, bien souvent, s'ils peuvent aider, ils aident gentiment et ça se passe toujours très, très bien. En tout cas, moi, ça se passe toujours très bien. Qui s'occupe de montrer la posture par rapport à une arme pour un film d'époque militaire, ou l'utilisation correcte d'un objet qu'on n'a plus vu depuis quelques dizaines d'années dans notre quotidien, ce genre de détails. Alors, pour les armes, ça c'est vraiment différent, puisque quand on a des armes et que ça tire, il y a des armuriers. Et donc, on laisse le travail aux armuriers. C'est eux qui expliquent, c'est eux qui prennent la responsabilité. Moi, je ne fais pas d'armes, je ne fais pas de tir, je ne fais pas d'explosifs et je ne fais pas d'artème. Je fais un peu de fumée, mais pas les gros effets spéciaux, en fait, ce n'est pas pour nous. De plus en plus, on nous demande de dire « Ok, c'est juste quelques gouttes qui passent derrière la fenêtre pour qu'on sente la pluie. » On peut les faire, mais normalement, une pluie, ce n'est pas nous. Quand ça tire...
il y a l'armurier qui va venir et qui va dire regardez, c'est vide, regardez, on le tient comme ça, regardez, on fait comme ça. Alors par contre, par rapport à d'autres objets, ça c'est nous. C'est-à-dire comment faut chercher comment ça fonctionne et puis voir le comédien et dire bah voilà, regarde, ça marche comme ça. S'il te répond mais je suis pas idiot, ok, mais fais-le voir devant moi, on va le faire ensemble. C'est toujours plus facile après quand on lui a expliqué, on est là aussi pour lui dire oh, tiens voilà, ça fonctionne. Ou s'il y a quelque chose on a choisi pour une couleur ou pour quelque chose, on peut lui dire regarde, c'est pour ça que je l'ai choisi. Tu fais attention ou tu fais pas attention, mais moi c'est pour ça que je l'ai choisi. Et bien souvent ils vont dire ah oui, c'est chouette, c'est une bonne idée, tiens je vais le mettre en valeur, des choses comme ça. Ouais. On a des bons rapports avec le comédien, c'est des gens gentils en général. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film et pour toutes ces réponses. Je voulais savoir tous les accessoires et décors que vous utilisez une fois que le tournage est terminé, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Alors, en fait, la majorité des accessoires, on doit les rendre. La première raison, c'est s'il y a des retech. Donc, retech, ça veut dire qu'on va retourner une scène. Donc, ce qu'on se passe généralement, c'est ils vont faire un ours. C'est-à-dire, on met les choses les unes derrière les autres. Puis, on va commencer à monter. On va commencer à montrer à des gens. Et d'un seul coup, on dit pour que ça marche, il manque telle scène. Ben, si la scène, il faut la retourner. Ça arrive quand même de temps en temps qu'on ait 1 ou 2 jours. Il faut que les accessoires soient là. Parce qu'on ne va pas commencer à réacheter quelque chose qu'on doit trouver exactement à l'identique. Donc, bien souvent, ça reste là. Et la deuxième chose, c'est qu'avec la TVA, maintenant, en fait, les productions sont obligées de garder une preuve comme quoi elles ont acheté la chose. Donc, soit on doit brûler, avoir une vidéo du fait que ça soit brûlé, soit on doit le donner à la production et ça doit être stocké en cas de TVA. Les choses évoluent. J'ai une amie qui, là, est en train d'ouvrir une société qui rachète les décors pour pouvoir les réutiliser, que ce soit un peu plus malin. Mais sinon, globalement, on pourrait croire que j'ai plein de téléphones, mais j'ai rien. En fait, après un film, je reviens avec rien. La seule chose qu'on a, c'est que parfois, en fin de tournage, on peut dire allez, on fait 50% sur les vêtements et aussi sur certains mobiliers qui sont. Il y a beaucoup de mobiliers qu'on va utiliser qui sont du mobilier de location. Il y a vraiment toute une partie de location parce que c'est important de ne pas tout acheter. Mais sur le mobilier acheté, des fois, on a 50%. On peut dire ok, je le veux, on a 50% du prix d'achat. Mais bon, au bout d'un moment, on ne le fait plus, parce que sinon, tu n'as plus de place. Donc, vous n'avez pas vraiment de stock chez vous, pas forcément d'atelier chez vous. Par contre, vous avez un petit atelier mobile sur le plateau dont vous m'avez parlé. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Donc, en fait, comme tous les métiers du cinéma, il y a un camion pour la régie, un camion pour les électros, un camion pour les machinaux. Accessoiristes, on a notre camion, qui est un petit camion, qui est un peu moins grand, on peut quand même mettre debout. Et dedans, on a des armoires avec... alors, on n'a pas tout ce qui peut arriver, mais on essaie d'avoir pas mal de choses dans ce qui peut arriver et pas mal d'outils. Et donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on appelle ça la bijoute. Donc, moi, je sais, quand j'ouvre, derrière, il y a les aspirateurs, les balais, parce qu'il y a toute cette notion-là, et puis toute la visserie, et puis s'il faut des carnets, des portefeuilles, des porte-bonnets, et tout ça est dans des boîtes différentes. Et puis alors, il y a la partie comédien, puisque comme on est dans des sens différents, c'est OK, alors ça, c'est pour telle comédienne, son personnage. OK, c'est ce qu'elle va utiliser dans telle scène, ce qu'elle va utiliser dans telle scène, ce qu'elle a déjà utilisé, mais on ne sait jamais, qu'on peut encore me le redemander parce que on mettrait bien ce truc-là qu'elle avait utilisé, ça ferait. Donc on les garde, on ne jette pas tant que le tournage n'est pas terminé. On stocke. Par rapport à, on pourrait parler de plein de choses en règle générale par rapport au métier, mais sur ce projet-là, quel était le plus grand challenge pour vous ? Qu'est-ce qui était le plus complexe, ou en tout cas ce qui vous a fait poser le plus de questions ? Alors, ce qui est particulier avec, c'est qu'on était très loin, en fait, les hôtels. C'est merveilleux, l'Atlas, c'était très très beau à tourner. Alors, le seul truc, c'est que tous les matins, on avait 1 heure à 1 heure et demie de route pour aller jusqu'au tournage. Il faut savoir que les journées de tournage sont très longues. Et puis, le soir, encore 1 heure à 1 heure et demie de route pour rentrer.
Et dans des conditions, on était dans la poussière en permanence, dans toute la poussière qu'on voit, c'est de la vraie. Hein, il faisait chaud, mais c'était beau. D'un autre côté, c'était aussi très beau à voir. La vie dans les montagnes, tous les gens qu'on a rencontrés dans les montagnes, les fermiers qui sont bloqués là-haut en hiver quand il y a de la neige. Et c'est vraiment des gens extraordinaires. Et quand on voit leur qualité de vie... C'est très émouvant, c'était très chouette par rapport à ça. On a fait des belles rencontres et c'était très humain. Et voilà, c'était la fatigue aussi, hein, mais comme tout tournage. Ce qui est chouette dans un tournage, c'est qu'on a une date de fin. C'est souvent, on tourne 8 semaines, on travaille beaucoup, mais on sait qu'après 8 semaines, on va avoir congé et qu'on va pouvoir se reposer. C'est un peu comme une colonie de vacances, où on se dit, on y va à fond, on ne calcule pas, on est hors dehors de la famille, en dehors de la réalité. En fait, dans le cinéma, on nous dit ok, voilà, ça c'est là où tu seras logé, c'est là ce que tu vas manger ce midi, c'est là où tu dois mettre ta voiture, c'est là. En fait, tout est organisé par rapport à notre vie quotidienne. Tout est pris en charge. Il ne nous reste plus qu'à penser au film. Bien souvent, il reste peu de temps en réalité. On ne peut même pas rentrer le soir à l'hôtel et regarder un film en entier. On va peut-être regarder en 3 fois si on fait un effort, parce que c'est comme ça, et on a beaucoup de réunions, beaucoup de plans, beaucoup de routes, beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, on sait qu'il y a une fin à la fin. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, OK, on peut le faire, et c'est ce qui est chouette. C'est aussi une aventure, se dire, OK, on fait une aventure ensemble, on y va à fond, on donne tout, et pouf, là, ça se termine, et on a un peu de congé, et on repart sur une autre histoire qui est différente. Ça aussi, c'est important de savoir qu'en tant qu'accessoiriste, le métier, il est différent suivant les films. Là, je viens de faire un film dans la neige. Mon métier était complètement différent de celui-ci. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et on va faire un film avec que des voitures. Complètement. Finalement, ce qu'on fait tous les jours est complètement différent. Et donc, ça aussi, c'est chouette par rapport au métier. Je ne dis pas que les autres, c'est différent dans le sens où... ils ont aussi de la réflexion du travail, mais quelqu'un qui va mettre de la lumière, il va sortir la lumière. Il n'a pas besoin de connaître le scénario. On va lui dire, OK, tu prends la lumière, tu me fais de belles lumières, tu la sors du camion, tu la mets là. Il n'y a pas vraiment de surprise. Nous, on est beaucoup plus liés au scénario et liés à ce qui se passe dans l'histoire. Et donc, ce qui fait que chaque film est vraiment, vraiment différent. Et c'est aussi un plaisir. Vous parliez de la fin, vous êtes vraiment un collaborateur de plateau. Est-ce que le clap de fin, c'est la fin de votre travail, ou est-ce que derrière, il y a quand même encore des choses à régler Clap de fin de tournage. Clap de fin de tournage, oui. Fin de tournage. Ah, fin de tournage. En fait, moi, je suis jamais heureux avant le clap de fin de tournage. Si on peut arriver à clap de fin de tournage et que tu dis, j'ai dit oui à tout, j'ai réussi à tout ce qu'on m'a demandé, et c'est fait, c'est terminé, c'est là que c'est la fête, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est chouette, ouais. Ça fait pleurer. Hein. Qu'est-ce qui, sur ce film-là, ou peut-être en général, hein, mais vous tenez le plus à cœur de réussir? Donc, on a compris ce qui était challengeant, mais qu'est-ce que vous aviez vraiment envie d'arriver au bout et de réussir sur ce projet ou d'autres? Alors, ça, c'est une autre question. Il faut savoir que le réalisateur, c'est le grand chef du plateau. Peu importe si on n'est pas d'accord avec lui, si on aurait fait la scène différemment, c'est lui qui sait comment ça va être monté, comment il va mettre de la musique, qu'est-ce qu'il va faire avec, qu'est-ce qu'il a comme idée d'essayer. Peut-être que ce qu'on fait n'est pas terrible, mais que le film d'après, il sera réussi parce qu'on a fait ça. Et donc, c'est très important de rester avec son réalisateur et de se dire, OK, peu importe, même si j'aime pas. Des fois, je me couche et je me dis, je leur ai fait comment cette scène? On l'a vraiment fait bizarrement. Et puis se dire, mais peu importe, en fait, on sait se mettre au service de l'idée de quelqu'un. C'est lui le peintre. Et nous, on est des techniciens, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est des techniciens et on fait tout pour qu'il soit heureux et qu'il a un film. Et on lui fait confiance. Voilà, moi, quand j'ai vu le film, après, lui, dans l'autre sens, il nous fait voir le film et dit, voilà, grâce à vous, on a fait ça. Et c'est important. Enfin, voilà, moi, que le chef du bateau, mon réalisateur, soit content, c'est le plus important. Oui, quand on fait un tournage, on va pas. Enfin, c'est important. C'est comme ça.
Vous disiez, ah, parfois je me dis, moi, comment j'aurais tourné la scène. Est-ce que ça a changé votre façon de voir les films, d'être technicien sur un plateau? Oui, j'arrive plus vraiment à voir le cinéma parce qu'on voit tout. C'est terrible, on voit tout. Parce que, donc, si on commence une scène, bon, je mets la scène en place, ok, après on va voir le combo, on va regarder, de toute façon on va vérifier est-ce que ça fonctionne. Donc, je disais, c'est peut-être de la fumée qui sort d'une tête, une tache, on comprend pas, on va voir la script de dire ok, est-ce que ça je peux le bouger parce que là en fait c'est pas lisible. Et en fait on a l'œil qui travaille en permanence sur l'image et même on regarde voilà, le figurant là, c'est bizarre, bon on va aller lui parler. Et finalement, quand on regarde un film, bah, on fait la même chose et c'est fatigant en fait. Et moi j'arrive plus vraiment à regarder de films de manière innocente. On dit souvent les magiciens sont plus touchés par la magie, bah, les techniciens de cinéma sont plus tellement touchés par le cinéma. Oui, donc vous avez parlé de l'image et un certain nombre de choses qu'on voit comme raccord. Je voulais poser une question à propos du son. Est-ce que dans l'utilisation des accessoires, le bruit qu'ils font, les choses comme ça, c'est un aspect qui doit être pris en compte? Et de quelle manière? Alors c'est souvent de manière problématique. C'est souvent, en fait, les choses font trop de son. Le son va dire, on peut toujours rajouter le son après, mais on peut pas le retirer. On va avoir plus de mal à le retirer. Donc, par exemple, si on a une scène de repas, ils vont dire, est-ce que vous n'avez pas des couverts en plastique qui sont imitation métal pour pas avoir le son des tic, 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 tic. Le verre qui se pose sur le truc, est-ce qu'on peut... ok, la déco est très jolie, mais ça fait tic, alors est-ce que tu peux pas mettre quelque chose sur la table, de pas avoir le son? On est souvent... C'est pas des batailles, mais... D'un seul coup, tu fais, mais non, esthétiquement, ça marche pas. Ah, bah oui. Bah attends, bah, d'ailleurs, je vais mettre tes bouteilles comme ça parce que j'ai pas d'autre espace pour cacher mon micro. Non, c'est pas joli non plus, mais ouais, c'est des batailles avec le son. Mais c'est des batailles gentilles. Hein. Vous avez parlé du travail avec le son et avec le chef opérateur ou la chef opératrice, comment ça se passe? Alors, le chef opérateur, ça, c'est complètement différent parce qu'il est tellement concentré, c'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Il gère la lumière, gère le cadrage, il gère le mouvement. Donc, un petit truc de détail de décor, c'est pas lui qui va dire attention, il y a ça. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à ça. Déjà, se demander est-ce que moi ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Demander, parce que alors, des fois, on a des choses, oh, ça c'est moche. Mais si, moi j'aime bien. Donc voilà, il faut demander. Bon, déjà, si un chef opérateur demande de faire quelque chose, il faut le faire directement parce qu'il a déjà tellement pas le temps et d'idées, c'est que c'est très important, c'est que ça choque. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on le voit souvent à sa manière de cadrer. Il cherche le cadre et on voit dans le coin là ce coup une bouteille qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, et tu dis mais ah ouais non mais le cadre est mieux comme ça. Ouais mais il ressort pour sortir. Alors là il faut aller le voir discrètement, lui dire bon elle t'embête la bouteille, hein. Allez on l'enlève et c'est pas grave au niveau du raccord on verra rien. Et c'est des gens fragiles les chefs opérateurs. Et oui ils font très bien leur travail, mais ils sont tellement occupés qu'il faut les aborder doucement. On a parlé des décors et du fait que les gens des décors étaient souvent pas là. Et au niveau des costumes, est-ce que ça se passe aussi de la même façon? Vous êtes un petit peu responsable ou il y a plutôt quand même des habilleuses ou des habilleurs? Enfin, comment ça se passe spécifiquement sur les costumes? Sur le plateau, oui. Sur le plateau, comment ça se passe? Oui. Alors ça, c'est les habilleurs s'occupent des costumes, ça oui, c'est oui, sûr. bien sûr. Mais donc vous héritez pas de cette tâche-là au niveau des costumes. C'est vraiment plutôt les décors où là vous êtes responsable de la du bon déroulement. Ce dont on peut parler, c'est les limites entre les costumes et les accessoires. Ouais. Donc voilà, un parapluie, s'il est ouvert ou s'il est fermé, ça va être costume, ça va être accessoire. Un sac à main, si c'est un sac de femme, c'est costume. Si c'est un sac d'homme, c'est accessoire. Mais l'intérieur du sac de femme, c'est accessoire, comme l'intérieur du sac d'homme. La valise de la femme, c'est accessoire. Et la valise de l'homme aussi. Et donc, en fait, il y a des choses un peu bizarres comme ça, où on se dit, mais ça, c'est costume, accessoire. Bon, ce qu'on essaie toujours, c'est un peu de se parler. Bon, tu le vois comment, le personnage, parce que moi, je dois lui acheter un sac à dos, un briquet, un machin, un sac d'école. Il ne faut pas qu'on soit contradictoire. Mais en fait, on se parle quand même pas tant que ça. On pourrait se parler plus, d'avoir plus de grosses réunions, mais ça marche jamais. Ils sont très occupés, on est très occupés. Et souvent, ça fonctionne parce que
s'il y a quelque chose dans l'explication globale du scénario, plus des réalisateurs, qui fait qu'on a tous un peu compris la direction, même si chacun on l'adapte, finalement, quand ça se rassemble, ça donne quelque chose qui fonctionne généralement. Donc là, par exemple, sur les harkis, bah rien. On m'a rien dit sur les accès, sur les costumes, par exemple. Mais on savait, nous, en ramenant nos trucs en cuir, que ça irait dessus et que... Je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des essayages où Philippe prenait personnage par personnage, tenue par tenue. Et donc là, voilà, ok, on a dit, ok, là, il sera comme ça pour telle scène. Ok, il aura un sac à dos. Ok, on amène le sac à dos. Comme ça, on réglait sur les personnes. Est-ce qu'on leur met des choses en plus? Est-ce qu'on aime l'image globale? Donc, ouais, on travaille un peu ensemble quand même. On essaie, hein, on fait un film tous ensemble de toute façon. Le côté un peu plus trivial de la fabrication d'un film, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un sujet qu'on a déjà abordé ici dans le cadre des masterclass, c'est le fait que souvent les films sont des coproductions, que les coproductions nécessitent justement des postes dans les différents pays coproducteurs, et donc finalement vous êtes souvent obligé de travailler avec des gens qui viennent de pays différents. Donc on n'est pas toujours en train de travailler avec les personnes avec lesquelles on voudrait travailler tout le temps, mais malgré tout, ça fonctionne. C'est parce que vous êtes très professionnel, j'imagine, parce que les métiers sont bien définis. C'est un peu tout ça ou Alors, c'est de la magie? Non, c'est peut-être de la magie, mais c'est vrai que les manières de travailler, moi j'ai travaillé donc en fait, il y a les coproductions fait qu'il faut dépenser des points. Donc on va dépenser des points en hôtel, en étant dans des lieux, mais surtout en salaire. Donc bien souvent, on va dire, OK, le Luxembourg, il faut 2 salaires pour le Luxembourg, 1 salaire pour la France, 1 salaire pour machin. Et si on dit, moi je voudrais travailler avec mon équipe normale, qui est l'équipe belge avec qui j'ai toujours travaillé, ça ne marche pas parce qu'on va dire, alors, tu dois refuser l'argent de tel pays, du Canada. Il y en a qui le font, hein. Bouli l'a fait. Bouli a dit, non, moi je veux conserver mon équipe. On a fait déjà 3 films ensemble. Là, en plus, je vais jouer comme comédien, donc j'ai besoin d'avoir confiance en mon équipe pour le regard. Je refuse l'argent, tant pis, on fera pas ça. Mais sinon, en fait, on a des échanges de postes. Donc, on ne travaille pas spécialement avec les gens avec qui on voudrait travailler. Mais le tout, c'est de faire un film à la fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne va pas se séparer de son chef-op. On ne va pas se séparer de son chef déco, quoique, mais on va souvent se séparer de sa script, de son accessoiriste et du maquilleur. C'est vraiment les 3 premiers qu'on va faire sauter. Donc, résultat, nous, en Belgique, en tant qu'accessoiristes, c'est des luxembourgeois et c'est d'autres personnes qui viennent travailler, bien souvent. Mais en échange, comme on est dispo, c'est nous qui travaillons dans les autres pays pour la place. Donc, ce qui est un peu bizarre, parce que des fois, on arrive en disant, voilà, je suis le Belge, bonjour, il fallait 2 Belges, on est 2, voilà. Ok, on va parler en anglais. Et puis, ils ne parlent jamais en anglais. Mais donc, ça permet aussi de se dire, ok, on a moins de travail ici, mais moi, je suis été envoyé en Italie, en Allemagne, en Pologne, là au Maroc, en France, beaucoup. Ça nous permet d'avoir une autre manière de travailler. Ça, c'est chouette. Après, le cinéma, ça reste le cinéma. Et chaque aventure se réinvente à chaque fois. Comme c'est des histoires différentes. C'est des manières de se dire, tiens, on va faire tout caméra épaule, non, on va faire tout au rail, non, on va faire... Donc, en fait, les histoires se réinventent et les équipes se réinventent à chaque fois. C'est pas fixé de dire, ah ouais, non, mon travail, c'est de là à là, et puis je vais pas faire ça. Donc, et personne dans le cinéma va dire ça. Donc, les choses se font magiquement grâce à ça aussi, de la volonté de chacun de dire, ok, on invente ensemble une nouvelle histoire, une nouvelle manière de travailler, un nouveau concept visuel. Et puis ça sera comme ça pour cette fois-ci, puis ça changera pour la fois prochaine, et c'est ça qui est bien aussi. Moi, je trouve c'est ce qui est agréable dans le métier, de se dire qu'on a des belles aventures complètement différentes, inattendues et particulières à chaque fois. Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le métier, devenir accessoiriste? Bon, alors, accessoiriste, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'école. Donc, on ne peut pas se dire, je vais aller dans l'école, je vais aller là. Ça, c'est compliqué. Maintenant, une chose est sûre,
c'est ce que je vous disais, c'est que quand on est rentré dans le cinéma, on peut facilement bouger. Moi, si on vient me dire, voilà, tu as besoin d'un assistant pour quelques jours, on a soit cette personne-là qui est très bonne dans les décors, ou cette personne-là, on ne sait pas si elle est bonne dans les décors, mais on sait qu'elle fait du cinéma, enfin qu'elle connaît un plateau, qu'elle sait comment fonctionne un plateau. Je prendrai toujours la personne qui sait faire qui connaît un plateau. Parce que pour moi, c'est plus important qu'elle ne fasse pas de bêtises sur le plateau, plutôt qu'elle fasse bien le travail. Le travail, lui expliquerait, ça c'est pas très compliqué. Donc, en fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est de savoir comment fonctionne un plateau. Rentrer par n'importe quelle porte. Vous dites, il faut un chauffeur. Ok, je vais faire chauffeur. Il faut faire de la régie. C'est peut-être pas génial. Faire de la régie. Mais en faisant de la régie, d'abord, on comprend comment le plateau fonctionne. Et puis, on rencontre les gens qui pourront nous donner du travail. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'on peut rentrer dans le cinéma. Et une fois qu'on est dedans, normalement, on y reste. On peut changer facilement de poste, donc il n'y a pas de... Enfin, sauf chef-op, oui, ça ne devient pas... Il y a certains postes, oui, il faut faire des études, mais il y en a beaucoup, non. Et on ne vient pas chercher pour la qualité, en fait. On vient plutôt chercher pour... c'est quelqu'un qui sait comment le cinéma va fonctionner. Et donc, voilà, on ne va pas se dire, OK, telle personne, elle fait des beaux vêtements, on va la mettre costumière. On va se dire, tiens, est-ce qu'elle sait gérer le fait d'avoir beaucoup de costumes, d'avoir le nettoyage, d'avoir des vêtements qui ne font pas trop de bruit pour le son, d'avoir... OK, bah, ça sera plus important que l'artistique, que la créativité, on va dire. Et donc, pour moi, ça serait ça le conseil. Faites des courts-métrages. Allez sur des plateaux, quoi. Faites quoi ? Allez sur des plateaux. Faites des plateaux. Et c'est en faisant des plateaux qu'on est dans le métier. Je pense que c'est pas... Alors, il faut aussi aller à l'école pour la lumière. Mais moi, je connais aussi des très bons éclairagistes qui ne sont pas allés à l'école de lumière. Donc, mais qui font des plateaux. Qui font des plateaux parce que leurs parents font le catering, qui font à manger. Donc, ils savent comment fonctionnent les plateaux. Et d'un seul coup, c'est des très, très bons techniciens. Donc, voilà. Oui, c'est ça que je dirais comme conseil. Ça me semble un bon conseil, c'est un conseil qu'on a souvent. Oui, bah, Merci beaucoup François.